Béninoises, Béninois, chers compatriotes, 1990 à 2023, il y a 33 ans que l'Afrique célèbre le souvenir du massacre des enfants de Soweto en 1976, que ce devoir de mémoire nous engage à faire le bilan de l'état de la protection de l'enfant sur le continent et dans nos pays respectifs. Malgré les engagements pris par nos pays respectifs à travers les objectifs de développement durable, les aspirations de l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063 et l'appropriation progressive des conventions internationales, régionales et sous-régionales, la situation de l'enfant africain est toujours confrontée à un faible taux de scolarisation, avec une mention spéciale pour les filles. Une forte déscolarisation et ses corollaires que sont le travail des enfants, la traite et la mobilité transfrontalière des enfants, les violences sexuelles, les mariages précoces et forcés, et j'en passe. Ce tableau peu reluisant se complique avec le faible accès des enfants africains à l'information et ou la mauvaise utilisation de l'environnement numérique en plein essor. C'est donc à juste titre que le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant invite les États africains à réfléchir cette année 2023 sur le thème « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique ». En 2023, la possibilité doit être offerte à chaque enfant de bénéficier d'une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, l'ODD 4. C'est, entre autres, ce que l'Union internationale des télécommunications a compris en proposant un cadre d'investissement numérique au service des ODD. La collaboration des parents, des éducateurs et des professionnels est nécessaire pour protéger les enfants et les guider dans leurs choix. J'appelle tous nos partenaires, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, les institutions des Nations Unies à nous rejoindre pour des actions encore plus fortes en faveur d'un environnement numérique sécurisé pour le bien-être des enfants. Chers partenaires, chers parents, chers professionnels de tous les domaines qui convergent à la protection et au bien-être de l'enfant, mettons-nous ensemble et collaborons pour un accès universel mais sécurisé de chaque enfant du Bénin à un environnement numérique de qualité. Ce que nous observons ici, à l'hémicycle, n'est qu'une majorité relative. Et c'est le parti Union progressiste Le Renouveau qui incarne cette majorité. C'est le bloc républicain et les démocrates qui, aujourd'hui, incarnent les deux minorités ici à l'hémicycle. Je voudrais faire savoir que le fait d'appartenir à la mouvance présidentielle n'est pas synonyme de minorité parlementaire ou de majorité parlementaire. Les gens ont déclaré qu'au sein d'un même Parlement, il y a plusieurs minorités, en citant même le cas du Parlement français, sans toutefois prendre soin de nous préciser combien parmi ces minorités plurielles parlementaires ont ouvertement déclaré leur soutien au président Macron, tout en gardant leur statut de minorité parlementaire. Beaucoup de sujets ont été abordés et je crois que sur l'essentiel, la commission que nous constituons a procédé aux choix les plus consensuels. Il est évident que la configuration politique retenue et affirmée dans la décision dont on nous fait lecture tout à l'heure ne saurait être banalisée au profit d'autres considérations. La configuration politique, elle, à valeur constitutionnelle, est et demeure. La majorité et la minorité ne sont pas à la base des notions arithmétiques. C'est d'abord des notions politiques. Ceux qui soutiennent un gouvernement peuvent être la majorité présidentielle. Cette majorité présidentielle peut être confondue à la majorité parlementaire lorsqu'au Parlement, ils sont plus nombreux. C'est comme ça qu'il faut comprendre. On veut seulement que ce soit réparti de façon juste
que chacun prenne ce qu'il mérite. Et c'est cela aujourd'hui, et c'est ce qui va se faire durant tout notre mandat, que nous répartirons tout suivant la configuration politique en tenant compte de la taille de chaque groupe. Et alors que la confusion qui est dans la tête des uns et des autres cesse, qu'on sache désormais que la majorité présidentielle n'est jamais égale à la majorité parlementaire. Ici, nous avons une majorité parlementaire qui est l'Union progressiste, le Renouveau, qui est membre de la majorité présidentielle qui soutient l'action du gouvernement ensemble avec d'autres partis qui sont à l'Assemblée et en dehors même de l'Assemblée. C'est ça la majorité présidentielle. Et c'est différent de la majorité parlementaire. Ici, nous avons une seule majorité parlementaire aujourd'hui. Et plusieurs minorités. La notion de la minorité est désormais plurielle dans cet hémicycle. Vous savez, dans toutes les écoles couvertes aujourd'hui, la communauté apporte une contribution formidable aux cantines scolaires gouvernementales. En termes de contribution, il y a beaucoup de localités aujourd'hui où, en plus du repas chaud que l'État met à disposition et qui est un déjeuner que les enfants prennent à la fin des cours de la matinée à midi, l'économie locale a pris sa bonne part de ce programme d'alimentation scolaire. Parce que des coopératives, à l'occasion du PNACI, ont été mises en place. C'est vrai, dans certaines localités, il y a des coopératives agricoles qui existaient, mais à l'occasion de ce programme d'alimentation scolaire, il y a d'autres coopératives qui ont été créées et qui fonctionnent merveilleusement bien aujourd'hui par le biais des cantines scolaires. Sur 100 enfants qui vont à l'école primaire, il y en a 75 qui mangent à l'école avant de rentrer à la maison. C'est de tous les programmes gouvernementaux le plus apprécié par les populations du Bénin. Les femmes, comme les parents d'élèves, comme les enfants, c'est le programme qui, en termes de retour sur investissement pour le gouvernement, a rencontré le plus de succès. La cantine est bonne pour nous les élèves. La cantine fait que tous les élèves viennent à l'école pour manger le repas de la cantine. Nous remercions le chef de l'État et son gouvernement d'avoir pensé à nous autres élèves de Vossapodji. Cette école est créée en 2002. Et depuis une certaine année, l'école a connu l'arrivée de la cantine. Donc nous pouvons déjà dire que c'est un très bon projet pour les zones défavorisées, telles que la zone de Aransori-Toita. Et je peux dire que c'est un très bon projet parce que ça permet à nos apprenants, depuis que moi je suis arrivé ici, de manger et de rester à l'école. Et ce qui permet aux parents de vaquer à leurs occupations sans s'inquiéter. Voilà. Et aussi, lorsque vous regardez nos statistiques, vous allez constater que chaque année, l'effectif des élèves s'accroît. C'est bon pour nous, c'est très bon pour nous. Parce que le soir, quand notre parent ne nous donne pas de l'argent, ça nous permet de manger, ça nous permet de prendre le repas pour midi. La cantine, là, c'est bien pour nous. Ça m'aide le soir. Si on ne me donne pas d'argent, je mange. Je n'ai pas obligé de partir à la maison le soir. La cantine qu'on nous a donnée, c'est bien pour nous. Je remercie le président Patrice Atanas Guillaume Talon. Pour ma part, je pense que c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative dans la mesure où des apprenants venaient à l'école sans les frais de petit déjeuner. Et ce programme, appelé Programme national d'alimentation scolaire intégrée PNACI, permet aujourd'hui aux enfants de prendre un repas chaud par jour. La
La numéro 2 de la Fédération internationale de football, Fatma Samoura, partira en fin d'année. Secrétaire générale, première femme et première non-européenne à devenir numéro 2 de l'instance mondiale du football en 2016, Fatma Samoura quittera ses fonctions en fin d'année pour consacrer plus de temps à sa famille. La Sénégalaise de 60 ans a annoncé sa décision à l'organisation mercredi. Après une carrière aux Nations Unies, Fatma Samoura avait été nommée en mai 2016 dans la foulée de l'élection de l'Italo-Suisse Gianni Infantino à la présidence de la FIFA. L'instance souligne dans un communiqué qu'elle a contribué à restaurer la crédibilité de l'organisation après une cascade de scandales, ajoutant que le football féminin aura atteint de nouveaux sommets sous son leadership. Son dernier grand objectif reste la bonne tenue du mondial féminin en Australie et Nouvelle-Zélande, organisé du 20 juillet au 20 août prochain. La FIFA n'a donné aucune indication sur sa succession. Les Maliens sont appelés aux urnes dimanche pour approuver ou non une nouvelle constitution. Ce référendum organisé par la junte au pouvoir est contesté par une opposition hétéroclite. Le vote est le premier organisé par les colonels depuis qu'ils ont pris le pouvoir par la force en août 2020. Ma position est claire, je ne voterai pas, car je n'ai aucune connaissance du contenu du projet de constitution et je n'ai pas cherché à le connaître. Je suis donc neutre. Pourquoi? Parce que l'initiative de ce référendum pour une nouvelle constitution est une bonne chose. Surtout la disposition de l'article 106 qui stipule que tout membre qui démissionne de son parti ou tout conseiller de la nation qui démissionne de son parti ou de l'organisation qu'il représente est déchu de son mandat. C'est comme une trahison de son parti. J'ai aimé cette nouvelle disposition. La constitution proposée fait la part belle aux forces armées. Elle met en exergue la souveraineté, mantra de la junte depuis son avènement. Elle se distingue aussi par son renforcement des pouvoirs du président. Le nouveau projet ne correspond pas aux enjeux de Malcroix. En fait, ces projets posent les jalons d'un déséquilibre entre les pouvoirs. Si, par exemple, quand on constate que le pouvoir du président est très renforcé dans la nouvelle constitution, ça donne l'image d'un homme puissant par rapport aux institutions. Et pour moi, le Mali a besoin d'un système constitué autour des institutions et non un système constitué autour d'un homme. Au-delà de la légitimité du texte, celle du scrutin fait débat. Les électeurs pourraient être empêchés de voter dans plusieurs régions en proie à l'insécurité. Les dirigeants de l'Afrique du Sud, du Congo-Brazzaville, de l'Égypte, du Sénégal, de l'Ouganda et de la Zambie se sont mis d'accord lundi pour une mission de médiation à la mi-juin en Russie et en Ukraine. Un groupe de chefs d'État africains a estimé que l'Afrique devait proposer une initiative de paix qui pourrait aider à contribuer à la résolution de ce conflit. Par le biais de la Fondation Brazzaville, nous avons pu avoir des discussions au sujet des efforts qui seront fournis en vue d'une résolution pacifique du conflit dévastateur en Ukraine, ses coûts en vie humaine et son impact sur le continent africain. Les pays africains ont dénoncé moins unanimement que les grandes puissances occidentales l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Le Sénégal et l'Afrique du Sud se sont notamment abstenus l'an dernier à l'ONU lors du vote d'une résolution condamnant Moscou. Le gouvernement ukrainien se dit ouvert à la discussion, mais toute initiative de paix doit respecter l'intégrité territoriale de son pays, avait prévenu le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba.
Le calendrier de la mission africaine de paix devrait s'accélérer dans les prochains jours avant la tenue du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg prévu du 26 au 29 juillet. Après les inondations du mois de mai dans l'est de la République démocratique du Congo, les communautés de Buchuchu et Nyamukubi ont été ravagées. Les glissements de terrain de la nuit du 4 mai ont été dévastateurs et les villages logés dans une baie du lac Kivu ont disparu sous les débris, les rochers et la boue. Un peu plus d'un mois plus tard, des corps inanimés sont retrouvés sous la terre. On a trouvé beaucoup de corps ici, quand des machines ont passé. Il y a au moins 13 corps qu'on a trouvés. Il y a aussi des caisses, parce que de l'autre côté, c'était vraiment des boutiques. Bon, on a trouvé des caisses vides, des alcools, de l'argent, et des habits aussi, des matelas qui étaient déjà abîmés. Mais c'était de l'autre côté. Selon les services de la province, plus de 2500 personnes sont toujours portées disparues. Officiellement, seuls 443 ont été enterrées. Quelques jours après la catastrophe, le gouvernement a annoncé une aide pour 200 familles sinistrées d'un montant de 2,5 millions de francs congolais par ménage. Mais aujourd'hui, ceux qui ont survécu dénoncent une aide distribuée de façon non équitable. Ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup d'argent, mais ils l'ont détourné eux-mêmes. Ils ne nous ont donné que 380 000 francs congolais au lieu des 2 500 000 annoncés par le gouvernement. Je suis allé signer la liste des bénéficiaires, puis ils m'ont empêché de récupérer l'argent. Des habitants ont été accusés d'avoir détourné des cercueils ainsi que l'aide humanitaire composée de matériel, de sacs de riz, de couvertures et de vêtements. On a des informations selon lesquelles il y a même des sacs de riz et des sacs de farine, des blanquettes et des habits de femmes qui ont été découverts à Calais et Centre. Alors que les femmes de Nyamukubi et les femmes de Buchuchu qui sont victimes directes de ces inondations, vous avez vu, elles passent la nuit à même le sol et elles n'ont même pas quoi mettre sur la dent. Après les discours témoignant tous d'irrégularités sur les listes des bénéficiaires de l'aide, un assistant parlementaire a dénoncé un système de rétrocommission mis en place par certains membres de comités de distribution. En Sierra Leone, l'opposition exige la démission du président de la commission électorale. Il est accusé par l'APC d'avoir produit des listes électorales truffées d'irrégularités dans le seul but de permettre au candidat du pouvoir, le président Julius Maada Bio, de briguer un second mandat. À Freetown, mercredi, le docteur Samora Kamara, candidat de l'opposition au scrutin du 24 juin, a également demandé la libération de ses partisans. L'intention du SLPP, son but, son objectif premier n'est pas de conduire des élections libres, justes, non violentes et crédibles. Par conséquent, l'APC demandera à Mohamed Koné et à tous les commissaires électoraux de démissionner immédiatement et d'être remplacés par une équipe de commissaires électoraux indépendants et accrédités au niveau international. L'opposition dénonce également une militarisation de l'État depuis l'arrestation de certains de ses partisans qui réclamaient la mise en place d'une commission électorale indépendante et équitable. Le gouvernement kenyan a présenté jeudi devant le Parlement son projet de budget pour 2023-2024 qui prévoit de nouvelles taxes et des hausses d'impôts décriées dans le pays. À l'ouverture de la séance, les députés de la coalition d'opposition Azimio ont quitté la salle pour manifester leur désaccord avec le texte et le calendrier prévu pour le vote. Le vote pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Le camp présidentiel dispose d'une majorité confortable au Parlement. D'un montant de 24 milliards de dollars, le budget doit être financé par de nouvelles taxes sur le poisson importé, des produits de beauté et les jeux de hasard. Ces taxes doivent générer plus de 2 milliards de dollars de recettes. Le gouvernement veut également instaurer un impopulaire prélèvement sur les salaires afin de financer un programme de logement à bas prix. Initialement prévu à 3%, il a été réduit à 1,5%. La dette publique kenyane s'élève à 65 milliards de dollars, soit environ 67% du produit intérieur brut, et son remboursement devient de plus en plus coûteux avec la dépréciation continue du shilling.